Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrés à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Birambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Anna Stocker, qui est responsable des relations internationales au sein du département éducation et recherche à la maison de la conférence de Wannsee. Ici, dans cette magnifique villa au bord du lac de Wannsee, 15 dirigeants nazis se sont réunis le 20 janvier 1942 avec un objectif, organiser la solution finale, c'est-à-dire l'extermination de 11 millions de Juifs en Europe. Sur l'invitation envoyée par Reinhard Heydrich, le chef de la sécurité de la police et des services secrets du Reich, on pouvait lire « Réunion suivie d'un petit déjeuner ». Mais laissons Anna Stocker nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là dans la villa au bord du lac. Alors, nous sommes à la fin de Berlin, en fait. Vraiment, le lac qui est là, Wannsee, c'est la frontière entre Berlin et Brandenburg, qui est un autre pays en Allemagne, au Bundesland. Et en fait, c'était aussi pendant que l'Allemagne a été séparée. Donc, nous sommes Berlin de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est était de l'autre côté du lac. C'est intéressant parce que pour les visiteurs, c'est un chemin très, très loin. Vous avez vu ça. Et maintenant, le thème de notre endroit, c'est la conférence de Wannsee qui a eu lieu le 20 janvier 1942. Nous, on parle plutôt d'une réunion. En allemand, c'est Besprechung. Le mot conférence est venu par la traduction vers l'anglais et après la retraduction en allemand. Mais quand on entend conférence, on pense que c'était tellement quelque chose de très grand, mais en fait, c'était seulement 90 minutes de réunion de 15 personnes. Vous parlez justement de 15 personnes, d'une réunion. Est-ce que vous pouvez me raconter qui étaient les participants à cette réunion et comment ils ont été informés de cette réunion ? Donc, c'était 15 personnes, plus une femme qui a été ici pour taper, en fait, ce qui a été dit. C'était des secrétaires d'État et des fonctionnaires de l'État et aussi des membres de SS. Ils ont été invités par Reinhard Heydrich, qui était un des 15 personnes. Et ils ont eu une invitation et aussi une lettre de Hermann Göring qui disait dans cette lettre que, en fait, Reinhard Heydrich était celui qui devait organiser la solution finale. Et dans l'invitation, c'était très clair, il y avait seulement en fait une chose qu'on devait discuter et c'était ça, la solution, je dis ça entre guillemets, la solution finale, c'est un terme nazi et très problématique. Je vais en parler plus tard. Tout le monde savait de quoi on parlait. La réunion était importante pour dire que Heydrich menait l'affaire, était le chef. Et il fallait parler entre les différents, c'était des membres de ministère, des membres d'administration, de SS et police. Alors, il fallait travailler ensemble parce que maintenant, le but, c'était de tuer 11 millions de Juifs de l'Europe. Et jusqu'à ce moment-là, en fait, la SS et la police tuaient tout seuls. Et pour mener un tel projet, il fallait plus de personnes, plus d'organisations, plus d'administration. En fait, pour aussi vous dire que la décision du génocide n'était pas faite ici le 20 janvier 1942, mais déjà à ce moment-là, il y avait 1 million de Juifs qui ont été tués. Donc ici, c'était plutôt le but d'organiser le processus et aussi de mener tous les Juifs qu'on voulait tuer dans les centres d'extermination. On a réuni les différentes administrations allemandes pour qu'ils puissent orchestrer le génocide, c'est ça ? Et je vais vous un peu parler des personnes parce qu'en fait, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas trop. Il y a Reinhard Heydrich qui était très très important en 1942, mais aujourd'hui on ne le connaît presque plus. Si je demande des personnes qui viennent dans le musée s'ils connaissent quelqu'un des hommes là, ils ne connaissent pas. Heydrich a été tué en juillet 1942 par des résistants, donc pour cela peut-être il est mal connu aujourd'hui.
Mais par exemple, les camps de mort, Belzec, Sobibor, Treblinka, ont été nommés après lui. L'action Reinhardt, ça s'appelle. En fait, le fait qu'on a tué dans la région de Lublin, dans les centres de mort, plusieurs millions de juifs. 2000. Après, il y avait Adolf Eichmann ici, qui à ce moment-là était plutôt il a préparé la réunion, il a fait une liste avec les pays occupés et non occupés avec le numéro des juifs qui habitent là-bas. Et après la réunion, il a fait le protocole qui est assez important aujourd'hui. Et lui, on le connaît normalement. Et après, du ministère de l'Intérieur, il y avait Wilhelm Stuckart, important à ce moment-là, parce qu'il faisait un commentaire pour les lois de Nuremberg. Et il était ici pour discuter une question importante de la Réunion. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont été définis par les nazis métis ou bien ceux qui vivent dans des mariages entre guillemets mixtes. Et c'était une grande question pendant la Réunion. Après, il y avait Martin Luther, membre du ministère de l'Extérieur. Il était ici pour dire son avis à la question comment les pays occupés vont réagir à cette politique nazie d'exterminer tous les juifs. Et par exemple, il a dit en France, il n'y a aucun problème, les Français vont travailler avec nous, mais il a dit dans les pays nordiques, il faut faire attention et pas commencer là-bas. Et en fait, c'était juste, qu'est-ce qu'il avait dit? Les Français ont bien fait partie de l'extermination. Et par exemple, au Danemark, tout le pays, du roi jusqu'aux professeurs des écoles, ont aidé les Juifs, ont caché les Juifs et même ont aidé les Juifs à s'enfuir au Suède. Et après, il y avait encore deux personnes que je veux juste vous nommer qui avaient un rôle spécial. C'était Rudolf Lange et Eberhard Schöngard, deux membres de Einsatzgruppen, donc des groupes d'exécution de masse, qui ont été ici pour vraiment dire leur expérience, de parler de leur expérience, de parler des problèmes qu'ils ont eus et de trouver des solutions aussi là pour, entre guillemets, tuer d'une façon meilleure pour les bourreaux, en fait. Donc, ils ont été ici avec du sang à la main, mais comme experts du meurtre, en fait. En fait, ils ont trouvé une organisation la plus efficace possible pour organiser le génocide, si j'ai bien compris. Oui. Et en fait, les 15 personnes qui ont été ici, ils savaient de quoi on parle. Ce n'était pas une surprise. Il n'y avait personne qui disait « Ah non, on ne veut pas faire partie de ce génocide ». Mais le langage est assez cash. Ah bah justement, je voulais vous en parler. Par exemple, il y a la lettre de convocation à la réunion qui est assez choquante. Vous pouvez peut-être me dire ce que cette lettre contenait, comment il s'était exprimé dans cette lettre? Oui, c'est la lettre que Heydrich envoyait à tous les 15 personnes. Il disait qu'on veut faire des préparations organisatoires, mais aussi matériaux pour trouver une solution finale de la question juive en Europe. Donc déjà, si on parle de ce mot-là, solution finale, le mot solution est assez positif. Hein. Il y a un problème et on trouve une solution seulement ici. On parle d'un génocide, on parle d'exécuter. Là, ils ont voulu 11 millions de juifs. Là, on voit à quel point ils cachent dans leur langage. Par exemple, ils parlent aussi d'évacuation des juifs, ce qui est aussi, encore une fois, un mot assez positif. Hein? Il y a un feu, on évacue les personnes pour les sauver. Maintenant, c'était la déportation vers la mort. Donc, le langage était là pour cacher tous ceux qui n'ont pas fait partie de la réunion, de quoi on parle. Par exemple, si on parle de déportation, évacuation dans le langage nazi, là, il y avait des policiers qui faisaient partie, il y avait ceux qui menaient les trains, les gardes dans les trains, dans les stations de train, et on ne voulait pas leur dire exactement qu'est-ce que ça voulait dire, la déportation. Donc, pour eux aussi, on a parlé un peu différent. Exactement. Et en plus, dans la lettre de convocation, c'est marqué invitation avec petit déjeuner. Oui, c'est ça. C'est
Besprechung mit anschließendem Frühstück, ça c'est en allemand en fait. Et on sait, d'après Eichmann, dans son procès en 61 à Jérusalem, il a dit que c'était assez sympa en fait la réunion. On a parlé très tranquillement et on a bu café, mais aussi vodka, non pas vodka, mais cognac. Et on a mangé des petites choses entre-temps et on a parlé de tuer 11 millions de juifs, oui. Ça n'aurait pas été possible en 1933. On est déjà en 1942. Il y avait déjà tout un processus d'exclure les Juifs, de les traiter comme non humains. Et pour cela, c'était possible qu'ils parlent tellement tranquillement et sans hésiter d'un génocide, en fait. Oui. Oui, sans sentiment, d'une façon très bureaucratique. Oui, c'est une réunion très bureaucratique. Pour cela aussi, le langage bureaucratique très distant, très calme, pas émotionnel. Eichmann, pendant son processus, il a dit que Lange et Schöngard, ceux qui faisaient partie des exécutions de masse, parlaient des crimes directement, on parlait de ce qu'ils ont fait, mais on ne trouve pas ça dans le protocole. Et en fait, j'ai oublié de dire que Martin Luther, celui du ministère de l'Extérieur, son exemplaire du protocole est le seul qui a survécu. Tout le reste, on avait 30 copies. Pour chaque participant, 2 copies. Tout le reste a été détruit. Et Martin Luther, à partir de 1942, a été emprisonné à Sachsenhausen, dans le camp de Sachsenhausen. Et pour cela, il ne pouvait pas détruire son exemplaire du protocole de la conférence de Wannsee. Et c'est le seul qu'on a retrouvé, et c'est un document très important historiquement, parce qu'on voit vraiment le plan, on voit vraiment qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Il y a cette liste que j'ai déjà dit, que Eichmann a préparé, les pays occupés et non occupés avec le nombre de juifs qui vivaient là-bas. Et derrière un pays, Estland, c'est écrit qu'il n'y a pas de juifs. Judenrein, Judenfrei, Judenrein, ja. Libre de juifs. Libre de juifs. Là, c'était le but, d'écrire derrière chaque pays qu'il n'y a plus de juifs, que tous les juifs ont été tués. À la fin de la liste, il y a ce numéro 11 millions. Et en fait, ça montre dans quelle direction ils ont voulu aller. Il y a aussi dans les pays non occupés, Suède, Angleterre et la Suisse. Et vous savez que ces pays ont été non occupés jusqu'à la fin de la guerre, mais on voit, le plan était d'occuper aussi ces pays-là et de déporter les Juifs de ces pays-là vers les camps de concentration ou extermination. Et en fait, on a utilisé ce document pendant les processus contre les bourreaux. On utilise cette liste aussi dans les livres d'école aujourd'hui même, et aussi dans les musées de la Shoah. En fait, à Yad Vashem, par exemple, il y a cette liste aussi. Et tous les autres participants ont détruit la liste. Oui, parce qu'en 1945, il y avait ce ordre de Hitler à tout le monde de détruire les documents importants. Donc, il y avait plein de documents qui ont été détruits et on n'a pas trouvé une lettre, par exemple, de Hitler où il a dit « Maintenant, on veut tuer tous les Juifs ». On ne trouve pas ça. Il a probablement jamais fait une lettre pareille, mais pour prouver qu'il y avait ce génocide et qu'il y avait ce plan de tuer tous les Juifs, alors il fallait des preuves. Et la liste, page 6 du protocole, c'est une preuve en fait. Pour les auditeurs, est-ce qu'on peut essayer de reconstituer un petit peu comment cette réunion a eu lieu ? Ils étaient convoqués à quelle heure ? Ils sont arrivés comment ? Et dans quelle salle ils étaient ? Comment ça s'est passé ? Okay, d'abord, on ne sait pas exactement où ils se sont retrouvés. On n'a pas de photos, on n'a aussi pas de table ou quelque chose du temps. On pense qu'il y a une grande salle en bas de la villa. Là, on pense qu'ils se sont réunis là-bas. Aujourd'hui, il y a une exposition dans cette salle sur la conférence avec le protocole et les membres ou les participants de la conférence, mais on ne sait pas exactement. L'atmosphère était assez sympa, comme j'ai déjà dit. Ça commençait avec un monologue, on peut dire, de Heydrich, où il a dit qu'est-ce qui se passait en Allemagne avec les Juifs jusqu'à ce moment-là.
Et après, ils ont parlé de ce qu'ils veulent faire. Donc, par exemple, ils veulent maintenant évacuer, entre guillemets, tous les juifs des ghettos, mais aussi des centres de concentration à l'Est, ils disent. Après, il a dit qu'ils veulent que les juifs font un travail forcé. Et le but était de tuer les juifs par ce travail. Et après, il y a une phrase que ceux qui ne sont pas morts par le travail forcé, alors ils vont être traités spécialement. Et ça veut dire qu'ils vont être tués, en fait, dans les camps, probablement. C'est pas explicite là où et comment, mais on dit un traité spécialement, en fait. Après, il y a, on peut dire, un tiers de la discussion de cette réunion était sur la question qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont définis comme juifs et qui sont dans les mariages mixtes et aussi les enfants de ces mariages mixtes. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et là, il y avait une dispute entre Stuttgart, du ministère de l'Intérieur, et Heydrich. Heydrich voulait qu'on traite tous ceux, les métis, mais aussi les juifs à 100% de la même manière, donc déportés et tués. Stuttgart, il voulait qu'on ne traite pas les enfants des mariages mixtes comme des juifs. Il disait aussi, il y a cette peur, qu'est-ce que la partie allemande de ces familles-là vont faire si on déporte leurs filles ou bien leurs petits-enfants. Et là, on ne trouvait pas de solution, en fait, pendant cette réunion. Il y avait après encore plusieurs réunions sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait avec des métis? Et jusqu'à la fin de la guerre, il n'y avait pas de solution. Donc, pour quelqu'un qui était défini comme métis ou vivait dans une, entre guillemets, un mariage mixte, on pouvait avoir de la chance ou pas. Ça dépendait toujours de la personne qui était responsable du cas. Et il y avait ici une situation de manifestation contre la déportation des métis. Ça s'appelle, dans l'histoire d'Allemagne, c'est avec le nom Rosenstraße, parce qu'il y avait une prison dans la Rosenstraße à Berlin, dans le centre de Berlin, où à un certain moment, il y avait plusieurs métis qui ont été arrêtés et mis dans cette prison. Et plusieurs, surtout femmes ou mères, ont été dehors et protesté pour que leurs fils, filles parfois, mais aussi petits-enfants, maris, sont relâchés. À la fin, ils ont été relâchés et longtemps, on pensait que c'était à cause de manifestations. Mais à la fin, on sait aujourd'hui que ce n'était pas le but de les déporter vraiment. On n'a pas changé quelque chose à cause des manifestations. Mais quand même, c'était quelque chose qui restait dans la mémoire. Et Stuttgart, il avait peur des réactions des non-juifs en Allemagne contre la politique, contre les métis, pas les juifs. En 1942, on pouvait presque tout faire avec les juifs en Allemagne. Il n'y avait pas de manifestation là-dessus. Justement, c'était une question qui me vient à l'esprit. Donc organiser l'infrastructure pour les déportations des Juifs. En Allemagne, c'est facile, puisque vous pouvez expliquer d'abord comment c'était effectué quand les Juifs vivaient en Allemagne. Mais à l'étranger, comment ça se passait? Ça dépendait toujours des pays. Dans chaque pays, c'était un peu différent. Il y a des pays où les Allemands ont fait tout. Et il y a d'autres pays où, en France, par exemple, on travaillait ensemble. Souvent, les rafles ont été faits par la police française, avec l'ordre allemand. Parfois même, c'était à l'initiative des pays. On travaillait vers les Allemands, parce qu'on avait une politique antisémite aussi. Donc, c'est toujours un peu différent. Et si on prend encore une fois cet exemple de Danemark, donc là, on ne travaillait pas avec les Allemands. Donc, il y a tous les différentes facettes de réaction, en fait. Et il y a eu des représailles contre le Danemark? Oui et non. En fait, le Danemark restait quand même autonome un peu. Donc, à la fin, par exemple, les Juifs non danois ont été déportés. Et en fait, les Allemands ont voulu faire eux-mêmes le travail, mais beaucoup de Juifs ont été sauvés avant par les
bateau vers la Suède, en fait. Et il n'y avait pas trop de Juifs non plus au Danemark, si on compare avec la Pologne, par exemple. Et en Allemagne, quel est l'outil qui a facilité la déportation des Juifs? Est-ce que c'était le fait d'être inscrit à la police? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place au niveau administratif qui ont facilité la déportation? Oui, en fait, après la conférence, les déportations systématiques ont commencé. Seulement après. Avant, il y avait déjà la première déportation, en fait, c'était en 1940 vers Gurs, la France. La seule déportation de l'Allemagne du Sud, en fait, qui menait vers l'Ouest. Toutes les autres déportations ont été menées vers l'Est de l'Allemagne. La bureaucratie a déjà travaillé. On avait déjà tous les noms. Les Juifs ont été déjà parfois forcés de vivre dans des maisons spéciales seulement pour Juifs, Judenhäuser. Tout était déjà sur place pour commencer les déportations systématiques. Et en fait, si on regarde sur la société allemande, il y avait beaucoup qui ont profité de la déportation, donc qui ont aussi dénoncé les Juifs qui ont participé à la déportation. Souvent, après une déportation, il y avait des mises aux enchères, des objets qui n'ont pas pu prendre, les vêtements, mais aussi les meubles, leur maison. Donc, il y avait plein de voisins qui n'ont pas été contre la déportation des Juifs. Il y avait plein de personnes qui participaient aussi parce que c'était leur travail. Alors la police, la Gestapo, mais aussi après que les Juifs ont été déportés, leur bâtiment ou maison a été nettoyé par une organisation qui a été créée pour cela, pour nettoyer les maisons des déportés. Le pays Allemagne a profité très fort des déportations parce qu'ils ont laissé plein de choses derrière eux. Mais par exemple, en Grèce, les Juifs ont dû acheter des billets pour leur déportation de Salonika vers Auschwitz, par exemple. Donc, ce moment de profit est très important si on parle du génocide et des déportations en soi, en fait. Ça fait partie de tout le génocide qu'il y avait toujours ce moment de profit pour les personnes qui participaient. Mais bien sûr, il y avait un antisémitisme très fort qu'on voulait se débarrasser des Juifs. C'était dans tout le langage aussi. C'était les Juifs, l'ennemi, le Juif. Si on ne se bat contre les Juifs, alors ils vont nous détruire. Tout ça, c'était le langage, la propagande contre les Juifs. Donc, si on regarde déjà en 1933, il y avait plein d'initiatives qui n'ont pas été forcées de faire, par exemple, des panneaux « Juifs ne sont pas bienvenus dans notre village »,« On ne veut pas de Juifs dans notre restaurant, parc », etc. C'était parfois ou souvent à l'initiative des individus qui ont été très antisémites. Par exemple, dans ma ville natale, Tübingen, l'université a été déjà sans professeurs juifs, presque pas d'étudiants juifs, avant 1933. Donc, ce n'est pas que Hitler a créé l'antisémitisme. Il s'est basé, avec tout son système, sur un antisémitisme extrême en Allemagne. L'argument économique qui a encouragé les Allemands à participer aux déportations. Ça, oui, et il y avait d'autres raisons pourquoi on participait, à faire carrière, etc. Mais oui, le profit est un argument très fort. Et si on regarde, il y a des photos aussi, des mises aux enchères, et on voit tout le voisinage là, qui se sont battus pour acheter moins cher des objets des voisins juifs qui venaient juste d'être déportés. Et est-ce que tous les Juifs devaient s'inscrire à la police? Est-ce que les nazis avaient déjà des listes préétablies? Oui, ils ont eu déjà des listes, oui. Donc c'était assez facile. Il y avait des Juifs qui se sont cachés. On s'appelle ça des U-Boote, donc submarine, je ne sais pas en français. Des sous-marins. Sous-marins.
Et là, il y avait aussi des juifs qui ont dénoncé d'autres juifs. Ils ont reçu de l'argent pour cela, ou bien on lui a dit, si vous dénoncez des juifs, alors on ne vous arrête pas, on ne vous déporte pas, et votre famille. Il y a à Berlin un cas très fameux, c'est une femme avec le nom Stella qui a dénoncé plein de juifs ici à Berlin, parce qu'à Berlin, il y avait plein de juifs qui ont voulu se cacher, qui ne sont pas allés à la Réunion pour être déportés. Donc Stella, elle a cru sauver sa vie et la vie de sa famille, mais à la fin, elle a aussi été déportée. Mais elle a survécu et elle a été haïe par les survivants. Vous pouvez nous raconter son histoire ? Alors Stella, elle était née à Berlin, elle était juive elle-même, très jolie, et elle avait un mari avec elle, et les deux ont été très fameux, mauvaisement fameux, parce qu'ils ont dénoncé plein de juifs. Je n'ai pas maintenant un nombre, mais beaucoup de juifs à Berlin. Elle a été déportée, elle est revenue. En fait, elle a fait une faute. Elle a voulu être acceptée comme rescapée de la Shoah. Et quand elle a rempli le papier, il y avait des personnes qui ont dit qu'elle a dénoncé, qu'elle était en fait un bourreau elle-même. Alors commençait un processus contre elle, mais elle n'a jamais été arrêtée. Mais il y a un film qui a été fait sur sa vie et jusqu'au moment où le film a été mis dans la télévision, elle s'est suicidée en fait. Ouais. Ça, c'est son histoire de Stella. Et si on parle d'un cas comme ça, je ne dirais jamais que c'est un bourreau parce qu'elle a agi dans un cadre génocidaire. Elle a juste voulu sauver sa vie. Bien sûr, pour les autres juifs qui ont été dénoncés par elle. Elle a parfois été décrite comme pire que les nazis, pire que les Allemands. Et c'est compréhensible, mais c'est très important pour moi de dire que c'est très différent qu'un Stuttgart ou un Heydrich qui était ici pendant la réunion, ou bien une juive qui a juste voulu sauver sa vie. Et donc, ces 15 participants à la réunion, ils sont tous repartis dans leur bureau pour mettre en œuvre ce qui avait été décidé. Vous savez comment ça s'est passé ? En fait, là, après la réunion, par exemple, le monsieur de l'administration du général-gouvernement, donc de Pologne, il a dit pendant la réunion, il vaudrait mieux commencer avec ces déportations systématiques et les exterminations systématiques en Pologne. Comme il y avait 3 millions de juifs en Pologne. Et c'était ça, en fait. On a commencé en Pologne, les déportations ont commencé de s'installer systématiquement et aussi dans plusieurs pays. Et ce n'était pas seulement la police ou la SS qui faisait le travail, mais les ministères en faisaient partie et l'administration faisait partie. Pour cela, cette réunion, même si on parle, c'était seulement 90 minutes, très tranquille, c'était un moment très, très important. Parce qu'après ça, la systématique commençait. Il y avait une machine qui était mise en route. Et alors, à l'époque, les camps de concentration étaient déjà construits ou comment ça s'est passé ? En fait, en décembre 1941, il y avait le premier essai de tuer par gaz à Chełmno. Donc, ces expériences ont joué un rôle aussi pendant la réunion. On essayait de trouver d'autres moyens que de exécution de masse qu'on faisait jusqu'à ce moment-là, surtout en Union soviétique. Comme les deux personnes, Lange et Schöngard, faisaient partie. Et après, en mars 1942, donc janvier 1942, la réunion a été, mars 1942, Belzec a été ouvert, avril 1942, c'était Sobibor, et juillet 1942, Treblinka. Donc, ces centres de mort, là, il n'y avait pas, comme à Auschwitz, une sélection vers travail ou la mort. Là, c'était chaque train qui arrivait, c'était vers la mort. Il y avait les premières chambres à gaz. Et c'est ça l'action Reinhardt, opération Reinhardt, qui en fait, c'était très très systématique, la mort directement. Donc c'est ici que ça a été décidé ?
Non, les idées ont déjà circulé, les plans ont été déjà, mais maintenant c'était l'idée ou la question comment on voit tous les trains vers ces centres-là, comment ça fonctionne. Par exemple, le Sobibor, plein de Juifs de Hollande ont été envoyés là-bas, etc. Donc, mais aussi les Juifs polonais de la région ont été mis dans ces centres de mort. Et après, Auschwitz est devenu le centre iconique de concentration avec cette sélection de travail ou bien de mort dont ils ont parlé aussi pendant la réunion, de forcer les Juifs de faire un travail forcé. Et ceux qui ne meurent pas pendant ce travail forcé, alors on va les tuer autrement. Vous avez dit que les camps n'étaient pas encore construits. Auschwitz a été construit quand? L'aile, en fait, Auschwitz a déjà été construit, mais au début, c'était plutôt un camp de concentration. Après, c'est devenu un camp d'extermination aussi avec Birkenau. C'était un processus. Et en fait, les camps de mort, Bézic, Sobibor, Treblinka, étaient seulement ouverts pendant 1 an. En 1942, ils ont déjà été détruits complètement. On ne trouve plus de traces. Seulement avec l'aide des archéologues, on a trouvé des traces. Parce que là aussi, l'idée était de vraiment ne laisser pas de traces. Comme j'ai dit avec le protocole, de détruire toutes les preuves. Et l'idée avec Auschwitz était la même idée, seulement les Alliés sont arrivés plus tôt. Ils ont trouvé des rescapés et aussi des restes des chambres à gaz. Donc tout avait été calculé dès le début. Yeah. C'était calculé, seulement parfois ça ne marche pas comme on avait planifié. Pendant cette réunion, on a aussi parlé du transport, j'imagine. Donc le ministère des Transports était aussi présent pour organiser les trains. Comment ça s'était passé? En fait, c'était plutôt le ministère de l'Intérieur. Il n'y avait pas quelqu'un de ministère de Transport, mais c'était les importants ministères ont été là pour après donner les avis, donner des ordres pour ceux qui sont responsables. Mais comme je disais, en fait, ce n'était pas la première fois qu'il y avait des déportations. Mais maintenant, c'était systématique. Et on voulait vraiment déporter chacune. Et donc c'est aussi à cette époque que sont apparus de plus en plus les ghettos à l'Est pour pouvoir regrouper les Juifs avant d'aller dans les camps de concentration, j'imagine. C'est ça. La différence entre l'Allemagne et la Pologne, c'était que ici, les Juifs ont été regroupés souvent dans des maisons, Judenhäuser. En Pologne, c'était les ghettos, donc parfois toute une ville ou une partie de la ville où, par exemple, avec le ghetto de Varsovie, une demi-million de Juifs ont été poussés dans ces centres de regroupement. Et en fait, les ghettos ont été établis en 1940 déjà, et parfois il y avait encore des ghettos en 1945. Donc c'était un processus un peu parallèle. L'idée était de regrouper, rassembler les Juifs là-bas et de là de les déporter. Mais alors, après, chaque ghetto avait une histoire un peu différente. Par exemple, Lodz, Litzmannstadt, là, l'administration du ghetto avait comme but de travailler tellement bien qu'on ne déporte pas les habitants du ghetto. Et alors, donc, Litzmannstadt a été seulement vidé en 1944. Et d'autres ghettos, parfois, ils ont été seulement pendant 1 mois, 2 mois, parce qu'après, tous les Juifs du ghetto ont été déportés. Donc, chaque ghetto, là aussi, a une histoire un peu différente. Mais l'idée générale, c'était de rassembler les Juifs là-bas et après les déporter, peu à peu, vers les centres de mort ou aux centres de concentration. Et à Berlin, par exemple, vous avez parlé de ces maisons de Juifs. Est-ce qu'ils étaient répartis par quartier ou alors par famille? Comment ça se passait? Les maisons les Judenhäuser, là, c'était dans chaque quartier, il y avait quelques-uns. Parfois, c'était des maisons où les Juifs vivaient déjà, où plusieurs Juifs vivaient déjà. Parfois, c'était par exemple des maisons de retraite juifs où on mettait alors tous les Juifs du quartier là-bas. Souvent, les Juifs ont été cherchés dans leur maison et après mis dans des centres de regroupement avant la déportation. Il y a aujourd'hui un projet assez intéressant, Zwangsräume, ça s'appelle en allemand, où on a fait la recherche de tous ces Judenhäuser et on a essayé de retracer les chemins de ceux qui ont été forcés de vivre là-bas. Très intéressant. Et
C'est passionnant, ça redonne une identité aux personnes. Et c'est bien pour un pédagogue, parce que comme je travaille dans les départements éducatifs ici, alors c'est intéressant de travailler dans la région avec des élèves de Berlin, sur Berlin et sur les histoires des Juifs berlinois. Et alors ça, c'est un projet super. Je dis toujours aux professeurs, la meilleure chose pour gagner l'intérêt des élèves, c'est si on travaille dans la région, dans la ville où ils sont, dans la rue où ils vivent, ou l'école où ils sont tous les jours. Là, on a l'intérêt, je crois, et là, ils sont intéressés aussi. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Birambeau. Je remercie chaleureusement Anna Stocker d'avoir accepté de faire cette interview en français. Nous la retrouverons prochainement dans un nouvel épisode où elle nous racontera l'histoire de cette villa devenue mémorial grâce à la volonté d'un rescapé de la Shoah. Elle nous parlera aussi des initiatives privées qui, au lendemain de la guerre, ont permis à l'Allemagne d'enclencher son travail de mémoire.